Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Tout d'abord, je me dois de commencer par vous souhaiter une excellente année 2017 avec un rien de retard. Je vous propose aujourd'hui de continuer sur la lancée de notre ancien épisode. Le concept était simple, il s'agissait d'un épisode en deux parties et la première partie concernait les bijoux ayant une utilité. D'ailleurs, si vous l'avez raté, je vous propose d'y jeter un œil en cliquant ici. Et le second épisode concernait les anciens outils de bijoutier sur lesquels j'ai pu mettre la main au fil de mes recherches. Nous sommes donc partis pour la vitrine épisode 3. Let's go! Le métier de bijoutier a cela de magique qu'il s'agit d'une profession regroupant la créativité, la rigueur, la précision et surtout la passion. La plupart des gens qui décident de ce choix de carrière par simple attrait financier vont souvent au-devant de grandes désillusions, car afin de pouvoir commercialiser un objet cher de par sa rareté ou de par la rareté des matériaux qui le composent, il faut connaître ce domaine et surtout transmettre au client une étincelle de ce feu qui vous anime et que l'on nomme la passion. Cette passion et cette connaissance s'acquièrent en partie par le temps que l'on décide d'y investir. Un peu à l'identique d'un sentiment amoureux, vous devez apprendre à connaître l'autre et vous y intéresser réellement. S'intéresser à un métier ainsi qu'aux techniques de travail qui le composent passe également par un apprentissage de la terminologie ainsi que de son outillage. Les outils dont je vais vous parler dans cette vidéo sont anciens mais encore fonctionnels. Ceux-ci ont dû être remplacés par de l'électronique ou du plus performant. Vous avez déjà sans doute pu tous voir ce genre de petite balance de précision. C'est pratique, ça ne prend pas beaucoup de place et c'est très facile à ajuster. Sauf que ce ne fut pas toujours le cas. Je vous présente l'ancêtre de la balance digitale, j'ai nommé la balance à plateau. Cette balance est composée d'un superbe pied en acajou et est toujours fournie avec une boîte dans laquelle se trouvent des petits poids. Le fonctionnement est très simple, vous placez votre objet à peser dans l'un des plateaux et vous complétez le deuxième plateau afin d'équilibrer le tout avec les poids se trouvant dans la boîte. Vous pourrez définir alors avec une précision redoutable le poids exact de vos objets ou de l'alliage de métal que vous êtes en train de préparer. Cette balance porte aussi le nom de balance trébuchée, de par son architecture, et ce type d'objet a également donné naissance à une expression qui ne vous est peut-être pas inconnue. Comme ce type d'instrument de mesure servait initialement à peser de petits objets, on s'en servait également pour peser les pièces de monnaie, et est née l'expression payer en monnaie sonnante et trébuchante, car la monnaie tintait du bon bruit lorsqu'on la lâchait par terre, et le poids correspondait lorsqu'on la passait sur le trébuchet. Et alors encore une ou deux petites informations glanées en passant au cours de mes recherches sur Wikipédia, je vous présente Sophie Trébuchet, qui certes n'a pas un faciès des plus faciles, mais qui a quand même trouvé un mari. Et suite à cette union, elle mit au monde un petit garçon qui se nommait Victor Hugo. Et alors une petite dernière en passant, les bras des trébuchets ainsi que des balances s'appellent des verges. Voilà, j'ai fait ma blague sur les allusions foireuses, je peux terminer ma vidéo sans pression. Ce qui nous amène au second objet que je vais vous présenter maintenant, qui possède une utilité légèrement différente du premier car il ne sert pas à travailler sur un bijou, il sert à travailler sur des êtres humains. Depuis l'Antiquité, les gens portent des boucles d'oreilles et se les font donc percer. Sauf que bon, si vous percez l'oreille de quelqu'un avec une pique et que dans le sang et les mouvements du client, vous n'arrivez pas à faire repasser la boucle d'oreille de l'autre côté du lobe, ça fait un petit peu désordre, ça peut provoquer des infections, bref, le procédé était long et méritait d'être automatisé. J'ai donc réussi à mettre la main sur un des outils de la première génération qui servait à percer mécaniquement les oreilles, datant de la fin du 19e siècle. Je faisais mon petit tour sur la brocante et une personne vendait cet objet sur une table sans en connaître réellement l'utilité. Alors à ce moment-là, je la connaissais pas réellement non plus, je ne l'ai su qu'après en faisant des recherches, mais j'ai quand même été bien inspiré d'acheter l'objet. Notre accessoire est fourni dans son petit coffret d'origine avec un petit tube en acier que l'on enfile sur l'aiguille avant d'effectuer la percée, afin que le tube reste en travers du lobe pour pouvoir y introduire la boucle. Alors j'imagine bien que ça doit pas être facile à comprendre de votre point de vue de l'autre côté de l'écran, du coup je vous propose de remonter le temps et vous allez me voir essayer le procédé sur quelqu'un de vivant, avec des oreilles en carton.
Voilà, j'espère que ce petit film vous aura plu et surtout qu'il vous aura aidé à comprendre comment fonctionne exactement l'appareil. Alors pour vous donner une petite idée des changements par rapport aux appareils qui sont présents aujourd'hui sur le marché, je vais vous montrer l'appareil avec lequel je perce les oreilles de mes clients. Là où l'ancien appareil possède une partie qui sert à passer la boucle au travers du lobe, sur les nouvelles générations, la boucle sort d'une chambre stérile pour traverser directement l'oreille et venir s'emboîter dans le papillon. En bref, il y a moins de risque d'infection, il y a moins de chipotage et surtout c'est un gain de temps considérable. Alors, pour notre troisième et dernier objet, j'ai besoin de votre avis sur le point commun entre cet animal et cet animal. Eh bien, le point commun entre ces deux photos, c'est ce petit instrument d'orfèvrerie que l'on nomme la bigorne, nommée ainsi en hommage au mouton sauvage d'Amérique du Nord et maman du bigorneau. Cette petite enclume faisait apparemment penser à la tête de l'animal que vous avez vu juste avant, qu'on appelle le bighorn à cause de ses grandes cornes, et le terme s'est francisé pour devenir bigorne. Cet outil est principalement utilisé pour former ou cambrer de petits objets ou des sections de fil par exemple, mais à l'heure actuelle on utilise assez peu ce genre d'outillage car on est plutôt passé sur des cambreuses industrielles ou de la coulée en grande série, ce qui limite la demande en termes de déformation de métal, étant donné que celui-ci est directement coulé selon la bonne forme. Et nous voilà doucement arrivés à la fin de cette vidéo, alors j'espère de tout cœur que celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, histoire de savoir si je réitère l'expérience ou pas. Et comme promis, dans la vidéo juste avant celle-ci, je lance un petit concours pour venir passer une journée de stage avec moi ici, dans l'atelier. 2 conditions à remplir pour participer. La première, vous devez être à même de vous déplacer dans les alentours de Bruxelles. La deuxième, vous devez être d'accord de passer à l'écran, car cette journée de stage, on va en faire une vidéo. Pour participer, c'est très simple, vous devez simplement m'envoyer un petit message de motivation avec votre projet, ce que vous voudriez réaliser sur la journée ici. Mais étant donné que nous n'aurons qu'une seule journée de travail, ne soyez pas trop ambitieux non plus. Donc on évite de me proposer des trucs du style une parure complète entièrement pavée de 2750 diamants, visez un rien plus petit. Alors donnez-vous de l'inspiration sur le net, dessinez, faites des photos, faites-moi un joli petit projet, envoyez-moi tout ça et on verra comment le concrétiser au mieux ensemble. Votre participation sera acceptée jusqu'au 5 février, au-delà de ça je ne prendrai malheureusement plus personne. Je vous informe également que je serai présent à la Made in Asia et plus précisément sur le salon Made in Belgium qui reprend tous les vidéastes belges le 3, 4 et 5 mars 2017 et forcément il y aura un petit concours en rapport avec ça également. Et enfin, une dernière petite chose dont je vais vous parler, c'est que ça fait maintenant près d'1 an que j'ai lancé la chaîne et c'est un projet qui me tient vraiment fort à cœur. Le souci, c'est que depuis quelques temps, je me rends bien compte qu'il est beaucoup plus difficile de devenir visible sur YouTube et que vous aurez sans doute remarqué que je ne vous demande jamais le moindre pouce bleu, le moindre partage, j'ai pas de Tipeee et je me rends bien compte qu'il est très difficile de monter si on fait pas de putaclic ou qu'on néglige ce genre de détails. Donc je ne vous le demande pas, mais je vous rappelle que si vous aimez ce que je fais, il est toujours possible de partager mon contenu et que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. D'ici à la prochaine vidéo, je vous embrasse, prenez soin de vous, ciao!